Maître Ounes s'est rendu le mardi soir au siège du candidat ou du président Biram Ould Ould, amorçant ici un dialogue que certains sont en train de critiquer et d'autres trouvent que c'est tout à fait ce qu'il doit faire, le président Biram. Donc, pour ne pas... Parce qu'on a ce soir, j'ai invité pour vous 3 personnes pour discuter en fait de cette situation, de ce dialogue amorcé, de cette situation actuelle du pays. M. Ali Oulaïl, qui est un économiste financier ici de la majorité. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Baliou Koulibaly, qui est consultant chargé de communication du président Biram Ould Ould. Bonsoir. Bonsoir. Et mon cher confrère et doyen Al-Khoury Sneiber, journaliste indépendant au journal Le Kalam. Donc rapidement, je n'ai pas voulu vraiment rentrer dans les vif du sujet. Je commence par vous, M. Sneiber. Rapidement, quelle est cette situation post-électorale qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Bon, merci, cher Ahmed. Je crois que la situation que nous sommes en train de vivre maintenant est une situation, comme tu as dit, post-électorale, évidemment, c'est-à-dire qui vient juste après les élections du 22 juin dernier, qui ont été sanctionnées par l'élection d'un président de la République, qui va certainement entrer en fonction à partir du 1er du mois prochain, et qui a été vécu par tous les Mauritaniens comme un tournant, ou qui est en train d'être vécu par les Mauritaniens comme un tournant, parce qu'elle va consacrer le passage du témoin à un président véritablement élu. Donc, ce qui, à mon avis, raffermit le processus démocratique, même si on va certainement y revenir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Maintenant, il y avait 5 autres candidats qui ont chacun eu pourcentage d'électeurs. Mais ce qui est surtout à signaler, c'est que les candidats de l'opposition ont refusé, on dit qu'ils ne reconnaissent pas les résultats annoncés officiellement par le Conseil constitutionnel. Et ils sont avancés de raison. Les 4 candidats d'ailleurs. Les 4 candidats de l'opposition ont dit ensemble qu'ils rejettent tous ces résultats-là annoncés par le Conseil constitutionnel, qui est le juge électoral, et qui, soit dit en passant, a des décisions qui ne sont pas révocables, malheureusement. Et ensuite, il y a eu ces manifestations qui ont eu lieu et qui ont été à l'origine d'arrestations que d'aucuns ont jugées vraiment arbitraires, qui ont finalement, non seulement, qui ne sont pas seulement arrêtés à des citoyens, à des étrangers, mais qui ont malheureusement aussi empiété sur des libertés fondamentales, dont celle d'expression, parce qu'il y a eu quand même l'arrestation de 2 journalistes, dont l'un a été libéré et l'autre encore... Et l'arrestation de plusieurs autres. Et bien sûr, l'arrestation d'autres personnes. Et puis aussi, il y a eu d'autres événements collatéraux, si je peux m'exprimer ainsi, et qui ont aussi... qui sont entrés dans cette période. Je ne sais pas si c'est véritablement vraiment en rapport avec cela, mais certainement on pourra y revenir. Monsieur Aliou Koulibaly, en fait, quelques minutes ou enfin à peine 1 heure après la sortie du président Biram Ould Ould, suite à la rencontre avec le gouvernement, avec cette délégation conduite par la personne qui représente le gouvernement, d'autres partis politiques, surtout le porte-parole de l'un des candidats, a affirmé qu'il n'est pas du tout engagé par ce dialogue, car il n'était pas sollicité. Quelle lecture, en fait, faites-vous? On n'est pas en train de vivre une fissure? Merci à Ahmed Elbou. Je crois qu'avant de donner des avis ou de faire des commentaires sur la situation, il est important de camper un peu le décor. Le décor, c'est quoi? C'est qu'on a organisé des élections présidentielles. Il y avait 6 candidats. Il y a eu des résultats qui ont été annoncés
et ces résultats ont été contestés par les 4 candidats. L'un des candidats a reconnu les résultats, a félicité le président, et les 4 autres candidats n'ont pas reconnu ces résultats et on appelle, en tout cas, des résultats proclamés par la CENI. Et la Cour constitutionnelle a finalement statué et a rejeté ce recours. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sur ça, en tout cas, que la question se pose. Certains avaient estimé qu'il fallait descendre dans la rue, faire des manifestations et exprimer son mécontentement par rapport à ce qui se fait. Et face à eux, effectivement, il faut le souligner, il y avait en tout cas une armada policière et sécuritaire qui était déjà instaurée avant même la proclamation des résultats et qui était là pour parer à toute éventualité. Peut-être certains considèrent ça comme étant une provocation qui a peut-être conduit en tout cas aux émeutes ou des jeunes qui se sont surexcités pour s'attaquer à... Donc la rue n'est pas une solution. La rue n'est pas une solution. Donc certains ont considéré qu'il fallait descendre dans la rue. D'autres ont considéré que comme le recours, en tout cas, qui a été soumis à la Cour constitutionnelle est irrévocable, il faut passer à une autre stratégie. Et cette stratégie-là, les gens, pour le moment, nous ne sommes pas dans une stratégie politique. Nous sommes dans une stratégie de gestion post-électorale. Des stratégies communes. Une stratégie commune, effectivement, jusque-là, elle est commune. Nous sommes dans... Puisque c'est la proclamation de ces résultats a entraîné une crise. Et cette crise a conduit à des émeutes et à des arrestations. Et aujourd'hui... Justement, le Conseil constitutionnel a fermé la voie juridique et la rue, pour vous, n'est pas une solution. Donc, vous êtes plus ou moins obligé de... Qu'est-ce qu'on va dire dans la rue qui n'a pas été dit dans les urnes? Justement. Aujourd'hui, nous, en tout cas, dans le camp du président Biram Daoula Beit, nous avons estimé qu'on ne peut rien dire de plus éloquent, en tout cas, malgré la fraude que nous avons dénoncée, malgré les manquements que nous avons dénoncés et que nous avons soumis au Conseil constitutionnel, qui les a rejetés, nous considérons que malgré tout, malgré nos moyens, malgré les candidats qui étaient en face, le score qui nous a été attribué est largement éloquent pour exprimer plus que n'importe quelle autre manifestation dans la rue. D'autant plus que nous avons vu que l'État était déjà préparé et excité, en tout cas bien avant l'annonce des résultats, pour réprimer toute manifestation pacifique. Donc nous, à notre niveau, on s'est dit, donc ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est quoi? C'est d'abord de parer au plus pressé. Et le plus pressé, c'est quoi? C'est état de siège qui ne dit pas son nom et qui est là et qui ne se justifie pas parce que les élections se sont passées dans d'excellentes conditions. Il n'y a eu aucun problème, il n'y a eu aucun heurt, il n'y a eu aucune confrontation, même verbale, entre les candidats et les représentants des autres candidats. Pour nous, il n'est pas justifiable, en tout cas, de faire descendre l'armée et toute cette armada sécuritaire dans la rue. Donc ça, on a considéré cela comme étant inopportun. Et notre démarche était pas d'inciter les populations qui peut-être voulaient exprimer leur mécontentement de descendre dans la rue, parce que ça pouvait entraîner en tout cas à d'autres troubles qu'on ne maîtrisait pas. On s'est dit, écoutez, nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, ce que le peuple mauritanien nous a fait entendre est largement éloquent et aucune autre manifestation ne pourra la dire plus claire que ça. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'État aujourd'hui, ou en tout cas l'appareil sécuritaire nous a imposé une situation, essayons de sortir de cette situation-là. Et c'est à ce niveau que le président Biram Daoula Beit a pris le leadership avec ses collègues de l'opposition et il a dit devant tout le monde qu'il est ouvert au dialogue. Ouvert au dialogue, et finalement, l'État est venu, a eu en tout cas la diligence de revenir lui dire si tu es ouvert au dialogue, on est venu pour discuter avec toi. Justement, on va y revenir. On va revenir tout cela. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi Biram a accepté ce dialogue. On va y revenir. Monsieur Alioune, en fait, cette stratégie commune dont parlait M. Aliou Coulibaly, qui est quand même une stratégie commune entre les 4 présidents ou les 4 candidats malheureux de l'opposition, certains disent que le pouvoir est en train d'essayer d'exploser cette stratégie, justement en discutant ou en négociant avec Biram Daoula Beit en solo, quoi. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci de l'occasion que vous nous donnez pour
débattre d'un sujet aussi important, dans un moment aussi important de la vie de cette République. Donc, et je salue toutes les sensibilités politiques de la Mauritanie pour le travail qui a été accompli, parce que sans leur engagement, sans leur responsabilité indéfinie, on ne pouvait pas faire des élections aussi apaisées, aussi calmes et aussi transparentes à notre sens. Donc, par conséquent, je reviens un peu sur la situation des événements qui ont été vécus ces derniers jours. Je demande et solennellement à tous les politiciens de la Mauritanie, tous les gens qui font de la politique en Mauritanie, d'accepter que ces forces de sécurité et que ces forces publiques soient pour tout le monde et ne soient pas indexées par certains et d'autres sont en train de les louer. On n'est pas dans une position de faire des louanges pour la sécurité. Mais aussi, on doit l'accepter pour tous. Et moi, je préfère la situation qui a prévalu au lieu d'une autre situation que je ne connais pas et qui est dans le doute que vous venez d'annoncer tout de suite que ça pouvait aller vers d'autres dérapages plutôt. Donc, ceci dit, pour ce qui est du dialogue, le dialogue, c'est une sunna. C'est le meilleur moyen de se comprendre. Et si on appelle au dialogue, moi je suis partisan de l'idée que l'opposition ne doit pas aller en ordre dispersé. Parce que la majorité a bien fait d'aller en ordre ordonné. Les partis de la majorité, leur responsabilité, ou la majorité, sa responsabilité, c'est quoi? Premièrement, il y a un engagement du président élu pour ce qui est de la concertation et du dialogue. Il y a eu un signal très fort du candidat Biram, ou du président Biram plutôt. Et notre responsabilité, ce n'est pas d'attendre les autres à accepter le dialogue. Nous, par principe, on accepte le dialogue. On préfère que toute la classe politique soit autour de la même table, qu'on discute et qu'on discute aussi dans un climat apaisé, de la même manière qu'on a fait nos élections. Et qu'on dépassionne les débats. On dépassionne les débats pour l'intérêt de la Mauritanie. On dépassionne les débats pour que cette majorité puisse exercer et que cette opposition puisse contredire et faire les remarques qu'il faut pour redresser la barre. Donc ça, c'est notre position. Aline, excusez-moi, mais comment, pour vous, comment dialoguer alors que les forces de la sécurité arrêtent les politiciens, des journalistes et des citoyens ordinaires, d'ailleurs? L'armée est dans la rue pour la première fois depuis 1992. Les personnes arrêtées, relâchées, racontent avoir été détenues pour des conditions inappropriées, d'ailleurs interdites par toutes les lois des conventions internationales. Comment vous voulez dialoguer dans une situation comme celle-ci? Monsieur Après avoir coupé Internet, ramené à des décennies en arrière, bref. Je pense que le blackout n'est pas une solution. Non, mais dialoguer dans une situation comme celle-là... Je pense qu'on doit s'occuper chacun de ce qui le concerne. Nous, en tant que classe politique, on doit c'est vrai, on doit remarquer... Dans un climat de peur, non, il n'y a pas de climat de peur, ne diabolisons pas la situation. La situation, on a pris des précautions, elles étaient les bienvenues au bon moment. On déplore tout dépassement d'un civil ou d'une autorité. Mais la situation dans laquelle il agit peut-être justifie ou justifiera selon les enquêtes qui se feront, s'il y a lieu de faire des enquêtes. Donc, il faut qu'on s'occupe chacun en ce qui le concerne de la partie du problème qu'il doit traiter. Par conséquent, nous, les gens de la classe politique, on doit voir le côté apaisement, le côté constructif. Parce que si jamais il y a des gens qui ont manifesté sans avoir l'autorisation de manifester, et que les forces publiques sont venues et ils ont intervenu de la manière dont ils ont intervenu. Nous, on s'est dit, voilà, on doit tous dire que les forces publiques, l'autorité sécuritaire est fautive. La solution, c'est quoi plus tard? On va tous être contre nos forces de sécurité. On va dire à nos forces de sécurité, laissez-nous faire la pagaille chez nous. Non, désolé. S'il y a des problèmes, on doit les traiter et ils doivent être traités là où ils doivent être traités. Mais moi, en tant qu'observateur et en tant qu'acteur aussi d'une autre manière, je pense que la situation n'a pas été aussi désastreuse, n'a pas été aussi scandaleuse, n'a pas été aussi du côté comme de l'autre. Hein.
il y a eu quelques échauffourées et les forces de sécurité ont intervenu et ils ont gardé le calme. Et par conséquent, nous, ce qui nous concerne, c'est que cette classe politique doit jouer son rôle et pleinement, dans toutes les conditions. Ouais, monsieur le Khoury, en fait, juste la question que j'ai posée à monsieur Alioune, vous ne pensez pas que le gouvernement est en train d'essayer de faire exploser cette stratégie commune dont parlait tout à l'heure monsieur Aliou, en fait, en négociant avec Biram, et puis ou en voulant négocier avec eux d'une façon personnelle, un à un, en parlant? Bon, moi, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, M. Ahmed, revenir rapidement pour faire certaines précisions quand même qui me paraissent un peu importantes. Moi, je pense qu'il n'y a pas un Mauritanien, que je sache, qui soit contre le dialogue ou la paix civile. Le principe est acquis. Tous les Mauritaniens sont unanimes qu'il faudrait engager le dialogue en tout moment et qu'il faudrait aussi instaurer la paix civile parce qu'il est extrêmement important que les gens vivent en paix. Je crois que il y a quand même il y a la forme. Il faut faire cela avec la forme. Parce que comme l'a dit tantôt quelqu'un d'entre vous, je pense que, à mon avis, il est à mon avis très incohérent. Il y a même certaines incohérences dans la démarche gouvernementale. Parce qu'en estimant que la paix d'un pays ou sa sécurité peut être menacée par une centaine de personnes, étrangers soient-elles ou nationales, et qu'il faille mobiliser tout cet arsenal, comme si on était en état de siège ou en état de guerre, dans des quartiers ciblés, moi je pense que ça, ce n'est pas de la situation. C'est vraiment la meilleure manière de créer la psychose chez les citoyens mauritaniens et chez tous les citoyens. Surtout quand on cible certains quartiers. Moi, je pense qu'il fallait, à mon avis, opérer par faire de la prévention. Et quand on fait de la prévention pour la sécurité, il faut la faire dans tout Nouakchott. Et je pense que, jusqu'à preuve du contraire, les gendarmes, les policiers, les gardes pouvaient suffire à faire un maillage sécuritaire dans toute la ville de Nouakchott et de façon, à mon avis, discrète, pour que vraiment ce climat de peur et de psychose ne soit pas vraiment... ça, c'était les précisions que je voulais faire à propos de cela. Et qu'il y a des préalables, effectivement, pour entamer ce dialogue-là. Oui. Parmi ces préalables-là... Par rapport à la stratégie gouvernementale aujourd'hui. Par rapport à la stratégie gouvernementale maintenant, par rapport à... Je pense que, d'après les informations que nous avons, les 4 candidats étaient d'accord pour le principe. Comme tu as dit, il y avait un choix à faire. Il y avait le recours qui a été fait au niveau du Conseil constitutionnel et qui a été rejeté. Oui, il y avait le choix de la rue pour lesquels les candidats n'ont pas été d'accord, qu'ils ont rejeté catégoriquement parce qu'ils pensent que la Mauritanie est un pays fragile et qu'aujourd'hui, qu'on est dans cette situation particulière, comme j'ai dit, en tournant, il faut faire le choix de l'apaisement et aller vers le dialogue. Maintenant, je pense que la balle, c'est le pouvoir qui sont au pouvoir, qui doivent avoir vraiment les coups de franche, qui doivent faire les bonnes manœuvres pour vraiment canaliser ce dialogue-là et l'amener à bon port. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mais d'après les informations que nous avons, M. Ahmed, je pense qu'il soit parti voir Biram en premier, c'est tout simplement parce que c'était déjà quelque chose qu'ils avaient organisé avec d'après les sources que nous avons, qu'ils devaient aller voir Biram, ensuite aller voir tous les autres candidats un à un pour discuter avec eux. Après cela, les 4 candidats allaient se réunir pour élaborer un document dans lequel ils allaient mettre leurs revendications, leurs propositions, et ensuite les soumettre au gouvernement. Je sais maintenant que le gouvernement, je sais par expérience, parce que j'entends souvent une expression qui se dit, que les gouvernants disent, que les ministres disent, c'est une majorité qui gouverne, une opposition qui s'oppose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas à dialoguer. Ça veut dire au sein même de la majorité, il y a des franges, il y a des groupes, il y a des groupuscules, il y a des lobbies qui sont allergiques à cette dynamique de dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si les gens de l'opposition viennent, parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est pratiquement au 50-50, parce que le président... 52-48. Oui, on est pratiquement, j'ai dit quasiment, on est pratiquement au 50-50. 48%, ce n'est pas rien. Ce n'est pas 48%, ce n'est pas rien, c'est pratiquement la moitié des Mauritaniens. Il faut bien, le dialogue s'impose de lui-même. Il faut bien écouter ces gens-là, parce qu'ils ont des choses à dire. Ils ont aussi une certaine mandature, ils ont aussi une certaine légitimité
que les Mauritaniens lui ont donné. Quand tu concentres de la Mauritanie, ce n'est pas. Donc vous dites rien. une frange de la majorité n'aime pas le dialogue. J'ai dit qu'il y a des groupes, il y a des groupes, il y a des lobbies au sein de la majorité qui essaient toujours de torpiller ce dialogue-là parce qu'ils pensent que toutes ces compétences-là, tous ces politiciens-là, ça va impacter ouais. sur ce qu'ils ont de la part des gâteaux et ça va impacter sur leurs responsabilités et sur leurs postes. Mais voilà, c'est clair. Donc, M. Aliou, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que... Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un dialogue, en fait, déjà avec une seconde. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un dialogue déjà avec un gouvernement qui va quand même partir pour l'investiture du nouveau président de la République, c'est le 2 août, donc dans quelques jours. Et puis un dialogue avec un gouvernement on est au 10e dialogue, je pense. Et même selon vous, les leaders de l'opposition, et vous dites toujours que ces différents dialogues n'ont jamais été respectés par le gouvernement. Donc, c'est quoi un dialogue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement nouveau? C'est effectivement la question que beaucoup de gens se posent. À notre niveau, nous, le principe du dialogue, c'est-à-dire que nous ne considérons pas ça comme étant un dialogue pour avoir un privilège. Non, mais avec qui d'abord? Avec qui? Aujourd'hui, on dialogue avec l'autorité qui a envoyé les militaires dans les rues. On dialogue avec l'autorité qui est en place. On dialogue avec l'autorité qui a arrêté les journalistes. On dialogue avec l'autorité qui a arrêté les citoyens de manière arbitraire. Mais ce n'est pas un dialogue. Beaucoup de gens parlent de dialogue parce qu'ils estiment, ils ont dans l'esprit peut-être c'est un dialogue pour avoir un privilège. Le président Biram Daoul Abed, le dialogue qu'il a amorcé est un préalable d'abord. Dialogue pour la libération des militants détenus sur manifestation. Et ce préalable est très clair. Sa conférence de presse, il l'a dit de manière très claire. C'est vrai, il est le premier à recevoir l'État qui a fait une bonne volonté de venir le voir, puisque ça aussi c'est important de le dire. Excusez-moi, mais c'est quand même trop Excusez-moi. facile. C'est quand même une reconnaissance assez limite des résultats. Il faut quand même... C'est une reconnaissance implicite des résultats des élections. Il faut considérer certains symboles. Excusez-moi, quand je dialogue avec vous, implicitement vous reconnaissez les résultats. Je suis absolument d'accord avec vous qu'il y a des symboles, il y a des non-dits. Ouais, mais quel que soit Alpha, nous, avant les élections, on était crédités de 5%. Et toutes les officines politiques avaient dit que Biram ne va pas dépasser 4 ou 5%. Ça, c'est pour ceux qui Donc aujourd'hui, le peuple a accordé, en tout cas, son plébiscite à Biram. Et la CENI nous a accordé 18-19%, en tout cas, du vote des Mauritaniens actifs. Tout en considérant que beaucoup de nos sympathisants et beaucoup de nos militants ne peuvent pas voter parce qu'ils n'ont pas d'état civil. Donc, c'est ça qui est dit. Nous, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas un dialogue pour avoir un privilège. C'est un dialogue pour avoir d'abord un droit. Et ce droit, on nous reproche quoi? Qu'on est en train de dialoguer avec un gouvernement qui sort. Mais quelle est la différence entre un gouvernement qui sort? Si effectivement les gens veulent un privilège, il n'a qu'à attendre le gouvernement qui entre. Nous ne cherchons pas un privilège encore. Nous cherchons seulement un droit. Et ce droit, c'est de libérer. Vous contestez la sincérité de cette élection présidentielle. Les gens s'attendaient à quoi? C'est que votre revendication soit une revendication de pourquoi pas réorganiser une nouvelle élection avec une nouvelle CENI. Et puis là, vous dites, on dialogue. C'est quand même... Je crois que ça, effectivement, c'est la question que ma mère se pose à la maison. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Et franchement, si je vois des Mauritaniens se poser ces questions après que la CENI ait proclamé les résultats et la Cour constitutionnelle, on a fait un recours, et la Cour constitutionnelle a rejeté, franchement, je crois que c'est un débat clos. Il n'y a plus le choix. Et c'est suicidaire, en tout cas, d'envoyer les gens dans la rue. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a dit, on est en train de faire un préalable. Et ce préalable, Biram l'a dit. Le président Biram a dit ça très clairement. L'État a eu la volonté de venir le voir. Un État qui le méprisait, un État qui considérait qu'il ne représentait rien, est venu le voir parce qu'il a ouvert. Il s'est ouvert au dialogue. L'État est venu le voir pour dire qu'est-ce que vous pensez du dialogue. Et il a dit très clairement, je suis d'accord de dialoguer pour vous, mais il y a un préalable qu'on démilitarise les quartiers populaires, qu'on libère les prisonniers politiques et qu'on mette en place une commission technique qui va composer les représentants des autres candidats de l'opposition, qui va approfondir certaines questions, notamment la question de l'état civil, la question de l'esclavage, la question des droits et aussi la libération des militants. La libération des militants est un préalable. La question d'état civil, tout ça. Et en contrepartie, je reconnais les résultats. C'est bien la ça. Coalition n'a pas... C'est bien ça. En contrepartie, je reconnais les résultats aujourd'hui, même si on dit qu'on ne les reconnaît pas,
franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un fait accompli qui nous est imposé. Ouais, et il faut être pragmatique et vraiment pratique. C'est un réalisme politique. Donc aujourd'hui, nous, on s'engage dans une autre démarche. Et cette démarche, c'est une démarche de dialogue pour arriver à d'autres objectifs beaucoup plus importants. Et si aujourd'hui, nous engageons ce dialogue-là avec ce gouvernement que vous dites sortant, il est là. Ces militaires sont là. Ces policiers sont là. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est ce gouvernement. Ces militaires sont là. C'est le numéro 2 qui est C'est lui qui a envoyé les militaires dans les rues. C'est lui qui a arrêté nos militants et les journalistes dans les commissariats de police. Donc pourquoi on ne dialogue pas avec lui pour libérer ces gens d'abord? Et ensuite, comme veulent certains avoir des privilèges, s'ils ne veulent pas, s'ils ne se soucient pas en tout cas du sort de ces gens qui sont arrêtés, de la psychose que cette présence militaire crée, ils veulent toujours attendre qu'un nouveau président vienne, c'est que peut-être leurs parents ne sont pas en prison. Donc c'est à ce niveau que je dis que notre démarche est différente. Vous acceptez en fait la main tendue bien sûr des 4 présidents ou M. Mohamed Bakar, Mohamed Mouloud, Kanahmed Wawa, mais surtout de Biram el-Daoulabi. Mais dialoguer avec vous, en fait, ça sera quoi? Pour eux, ils ont déjà dialogué une dizaine de fois avec vous. D'accord, je reviens là-dessus. Avant de répondre à votre question, je vais un peu rebondir sur certaines informations que messieurs nous ont données. Premièrement, moi je pense que le principe du dialogue, comme l'a si bien dit Khoury, c'est un principe pour tout le monde. Mais du moment... Oui, qui a toujours été bafoué. Selon les gens de position, je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Moi, je pense qu'on sort d'une décennie où il y a eu un affrontement politique entre la majorité et l'opposition. Entre des candidats, entre 6 candidats. Le climat n'a jamais été dépassionné, n'a jamais été un climat de dialogue proprement dit. Tout le monde est responsable de la situation qu'on a sévie ici en Mauritanie. Aujourd'hui, on a un candidat qui n'est pas venu par hasard, qui n'est pas président accidentellement. C'est un candidat qui a largement mûri son projet de candidature, qui a largement mûri son approche d'un programme qui va unir tous les Mauritaniens. Mais vous parlez de quel candidat? Je parle du président élu, qui est Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Mais comment ça, il ne vient pas par exemple? Il était président d'un parti politique, il était dans l'arène politique. Non, c'est un Mauritanien. Et je vous dis une chose. Tous les Mauritaniens je viens à votre question. Je vous dis une chose. Pendant la proclamation de son programme au niveau du Palais des Congrès, j'ai fait 1 heure de temps à l'écouter. J'ai oublié qu'il était chef d'état-major, ça fait 6 mois de cela. Oui. C'est un Mauritanien qui est déjà prêt à gouverner. C'est un Mauritanien qui n'est plus militaire. C'est un Mauritanien qui a exercé toutes ses fonctions et dans toutes les responsabilités qu'il est passé, dans de bonnes conditions et dans des résultats qui sont satisfaisants. Non, mais n'oubliez pas, essayez de répondre à la question. Donc, le dialogue. Un dialogue qui est toujours fini en queue de poisson. Je viens. Ça sert à quoi? Si je donne un engagement de mettre un dispositif de dialogue permanent dans mon programme, je n'attends pas que l'opposition me force à avoir un dialogue. Dans notre programme, si vous regardez le premier encadré, vous allez voir la première ligne, c'est mettre un cadre permanent de concertation avec les gens de l'opposition, avec la société civile, avec les présidents des partis qui sont au niveau du Parlement. Essayez d'expliquer, de répondre à ma question. Pourquoi vous pensez que cette fois serait la bonne? Mais attendez, je suis en train de vous avancer les arguments qu'il faut pour croire que que cette occasion sera la bonne. Pourquoi? Parce que c'est un engagement, premièrement, qui n'a pas été soustrait, qui n'a pas été de force, qui n'a pas été par militantisme obligé. Mais bien sûr que c'est la force. Non, c'est l'armée dans la nuit. Non, attendez, ça c'est un programme avant les élections. Non, pas d'après les élections. Dans notre programme, on va mettre en place un cadre de concertation permettant de recevoir régulièrement le leader de l'opposition. Parce que vous étiez sûr que vous ne serez pas l'opposition. Non, ce n'est pas parce que... Désolé, il faut respecter les Mauritaniens. Avant les élections, vous ne pouvez pas savoir. Il faut respecter les électeurs mauritaniens. Si on croyait qu'on allait être, on ne va pas souffrir à 52%. Je vous rejoins, 48% des Mauritaniens, c'est pas peu. Ouais. Et moi, je préfère qu'on pose de cette manière-là. Qu'il y a 48% de Mauritaniens qui n'ont pas été pour ce programme-là. Mais 52% l'ont été.
Donc, essayons d'avancer et de prendre les dispositions. Non, en gros, nous avons des mots, excusez-moi, mais en gros... Non, je pense que vous allez me donner un peu de temps. En gros, nous avons des mots qui gangrènent ce pays. Comment trouver des solutions? Pourquoi ce dialogue, pour vous, pourquoi ce dialogue n'est pas comme les autres? Non, pour justement, moi, répondez à ma question. Pour la majorité, ce dialogue-là, c'est un dialogue consenti, c'est un dialogue qui n'est pas une obligation, c'est-à-dire qui n'a pas été soustrait par le militantisme, c'est un engagement d'un programme. Et nous, en tant que majorité, on va essayer à ce que ce programme-là soit appliqué à 100%, sinon plus. Donc, par conséquent, on est sûr et on prend l'engagement. Vous avez vu que c'est des engagements du président de la République. Mais maintenant, c'est des engagements de la majorité, du moment qu'on est déjà sur place. Et je demande aussi à l'opposition de mettre un climat qui pourra, au moins ces points sur lesquels on est d'accord, qu'on pourra les exécuter et les exécuter dans de bonnes conditions. Mais l'opposition ne reconnaît pas les résultats. L'opposition ne reconnaît pas les résultats, donc on est encore trop loin. Je reviens sur la non-reconnaissance des résultats des élections. Je pense que c'est une stratégie et qui doit être abandonnée. Comme la stratégie du pouvoir qui dit que tout est bon, que tout doit être fait et que tout ce qui a été fait est excellent. Nous, pendant notre campagne, on a présenté un programme, on n'a pas présenté... Mais tout le monde a présenté un programme. Pas du tout. Tous les résultats... Pas du tout. Tous les autres avaient... Une minute. Rapidement. Je pense qu'ils ont pris assez de temps pour pouvoir mettre... Oui, parce que vous n'allez pas directement... Non, vous ne répondez pas aux questions. Moi, pour ce qui concerne le dialogue, nous, on ne va pas attendre que tout le monde se mette d'accord pour dialoguer. Si on a une demande, et je pense que c'est à la demande de M. Biram, du président Biram, que les gens de la majorité ou une partie de la majorité est partie pour premièrement une visite de courtoisie qui va préparer le dialogue. Ce n'est pas le dialogue qui est déjà installé. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous êtes face à des candidats qui ne reconnaissent pas les résultats. Le blocage a bien eu lieu, il existe. Monsieur le président Da'bi est le premier au niveau de l'opposition, point de vue électoral. Oui, mais il n'a pas reconnu les résultats. M. Da'bi a demandé à ce qu'il y ait une ouverture et un dialogue. Nous, on est convaincus que ce que Biram Da'bi, nous ne sommes pas comme l'opposition. Tout ce qui vient de nous est faux ou avec des intentions qui ne seront pas faites dans l'avenir. M. Da'bi a bien fait. C'est un citoyen mauritanien qui a la latitude de demander à ce qu'on ait une ouverture. Et en tant que majorité, on lui reconnaît au moins ce mérite. Et on demande à ce que tous les gens de l'opposition... On ne va pas aller très loin dans ce dialogue-là. Ouais. Ce dialogue-là, ce n'est pas un dialogue... C'est pas un dialogue, c'est le début de quelque chose. On ne doit pas aussi s'approprier la défense d'un citoyen mauritanien par rapport à une situation. On ne doit pas profiter de la misère des autres pour pouvoir faire de la politique. Mais allez-y, vous pouvez répondre. Ou faire de la récupération. Je ne suis pas à ce niveau-là. Les journalistes, monsieur Wadia, qu'on demande à ce qu'il soit le plus vite possible éclairci sur son sort. Pourquoi il a été arrêté? Moi, je ne suis pas spécialiste, comme certains le prétendent, je ne suis pas spécialiste dans les trucs sécuritaires. D'ailleurs, on ne sait pas. Mais je demande à ce qu'on ne s'approprie pas ces choses-là pour gagner des galons politiques. Ce n'est pas le moment. Vous avez votre score. Les Mauritaniens ont donné 18%. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Oui, je sais, par rapport aux prévisions. Mais allez-y, si vous voulez répondre, il n'y a pas de problème. Non, allez-y. On a fait... Non, mais c'est pas grave, on ne peut pas... S'il vous plaît. Une seconde, allez-y. Si vous vous engagez à faire un dialogue, consulter les chefs de parti. Pourquoi on consulte les chefs de parti qui sont représentés au niveau du Parlement? C'est pour avoir un dialogue continu. Mais ce n'est pas avec les partis politiques. Inclusif. Pourquoi redynamiser les institutions de l'État? C'est pour que les institutions de l'État prennent leur rôle amplement. Pourquoi dire dans son engagement que tous les postes politiques sont du ressort de la majorité, mais que tous les postes qui sont en deçà des postes politiques ou qui ne sont pas du ressort politique sont du ressort de l'administration? Ça, c'est des engagements qu'on a pris. Et ils doivent être salués par tout le monde. Et ils doivent être accompagnés au moins pour voir la période de grâce, pour voir est-ce qu'on est dans le sens de M. Baliou, excusez-moi, mais là, je suis obligé d'interrompre. Non, mais allez-y, vous allez le faire après. Mais... Par rapport au dialogue, j'ai l'impression que vous mettez les chariots avant le bœuf. C'est le dialogue que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas un dialogue encore. Ce qui inquiète les gens,
en tout cas ceux du pouvoir. Il y a des militants qui sont arrêtés. Et ce qui inquiète les autres intellectuels, en tout cas, c'est qu'on est en train de courir après un privilège. Nous, ce dialogue que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour avoir un privilège, mais c'est pour avoir le droit de ceux qui sont aujourd'hui méprisés, de ceux qui sont détenus, de ceux qui sont en prison. C'est clair. Mais aujourd'hui, c'est clair, parce que vous êtes en train de défendre, en fait, nous avons des militants. Vous avez des militants qui sont derrière les barreaux, des journalistes, vous avez une situation et vous essayez de sortir de cette situation avec ceux qui l'ont créé. Justement, il n'y a pas de souci. Il y a des Mauritaniens, des citoyens mauritaniens qui sont dans la même situation, qui ne sont pas rapidement, c'est pas grave, nous sommes là, des journalistes peuvent discuter. Vous, M. Kori, qu'est-ce que vous pensez en fait? Excusez-moi, monsieur. Mais si. Il n'est pas de leur bord. Non. Mais c'est pas un problème de bord ou pas. C'est pas un problème de bord. C'est un Mauritanien, donc on doit tous militer à ce que les Mauritaniens soient dans leur droit. Non, si. Excusez-moi. On milite. Excusez-moi. Monsieur Kori. En fait, vous ne pensez pas que le pouvoir, chaque fois que se retrouve devant une impasse, demande des dialogues? Effectivement, comme a dit mon ami, mon collègue Ahmed, on n'est pas là, on est là en tant que journaliste. Donc nous sommes censés poser ce que les Mauritaniens disent. Mais avant d'en venir à cela, je voudrais quand même rappeler à mon ami Ayid qu'il n'est pas grave de demander, parce qu'il y a des fondamentaux en termes de droits de l'homme quand même, il y a des fondamentaux, il y a des standards dans tous les pays du monde en termes de droits civiques, en termes de droits fondamentaux, droits de l'homme. Quelqu'un qui est arrêté, il y a des choses moindres, il faut qu'on sache pourquoi il a été arrêté. Automatiquement, il faut qu'on sache où il a été arrêté. Il faut qu'on sache dans quelles conditions il est arrêté. Et pourquoi? Et ça, c'est valable pour tout le monde. Alors que le cas de Wadia, qui est un militant de droits de l'homme, un journaliste reconnu, et jusqu'à présent du contraire, on ne connaît pas tout cela. Maintenant, pour revenir un peu à notre thème, quelqu'un a dit qu'il dialoguait avec qui? Ça, vraiment, c'est une question fondamentale que tous les gens se posent. Nous, en tant que on vous apporte ce que les gens disent. Effectivement, il y a deux camps. Il y a des gens qui pensent que entamer un dialogue maintenant, il ne s'agit pas d'un dialogue comme vous avez dit. Il s'agit on est en train de préparer quelque chose qui va peut-être aboutir à un dialogue. Mais il y a deux camps, il y a deux théories. Pour certains, dialoguer avec quelqu'un, avec un pouvoir qui n'a plus que quelques jours devant lui. Pour d'autres, il fallait attendre que le président élu prenne service. Donc, où les gens vont même jusqu'à dire que est-ce que ce n'est pas parce que tout simplement rien ne va changer? C'est une question qui se pose. Mais pour revenir un peu au dialogue, en tout cas, les informations que nous avons, surtout avec Belham Daabid, c'est que lui, il ne pose pas de préalable, comme on connaissait avant. Des conditions, il faut des conditions. Lui, il dit tout simplement qu'il y a deux choses à faire. Il faut apaiser la situation, mais il faut dialoguer avec toute l'opposition. Il dit qu'il faut dialoguer avec toute l'opposition, c'est-à-dire 4 candidats, et il dit qu'il faut le faire publiquement, dans la transparence. C'est tout ce qu'il demande. Je pense que ça, ce n'est pas des choses qui sont vraiment pas faisables. Maintenant, moi, je pense que, comme a dit mon ami Ahmed, il faut rompre avec cette dizaine de dialogues qu'on a eus et qui n'ont abouti absolument à rien. Parce qu'il s'agit simplement de quelques groupes ou quelques politiciens qui veulent tout simplement parler de la CENI, mettre des parents à la CENI ou des amis à la CENI ou se faire élire à l'Assemblée ou des privilèges vraiment personnels. Et ça, c'est à votre adresse, tous deux. Je pense qu'un dialogue qui sert la Mauritanie doit impérativement poser les problèmes de fond. Les problèmes de fond. Juste, on sort un peu de ce dialogue rapidement. Je reste avec Foucault. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que quelques observateurs appellent concessions dans les derniers conseils des ministres, des concessions des terrains, des nominations des amis et proches du président qui va sortir dans 2 semaines? Pourquoi cette technique? Pourquoi certains disent qu'il est en train d'aller trop vite? Et certains même vont plus loin pour dire que c'est discourtois. Certains même disent que c'est inamical. Parce que habituellement, en cette période, à quelques jours, à quelques semaines de la passation de service, de la passation de témoins, je pense, à mon avis, mon humble avis, que le président sortant devait se suffire de 11 ans, parce que je le rappelle souvent, quand on dit 10 ans, il dit non, il y a une année, l'année du Brita, que vous ne savez pas. Vous avez tendance à oublier, comme il a dit d'autres soirs à la télévision. Donc, il devait suffire de 11 ans, ce qu'il n'a pas pu faire en 11 ans, je pense que 2 semaines, 3 semaines, et qu'il devait, à mon avis, son gouvernement et lui devaient tout simplement s'arrêter à gérer les affaires courantes en attendant de remettre
les choses à son prochain... Bon, rapidement, salut. La situation, qu'est-ce que vous pensez de la situation du pays? La situation des élections en général et après les élections. Rapidement, la situation. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la Mauritanie ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, en tout cas, avant ces élections, il y avait le candidat, le président Biram Daoula Beit était considéré comme un perturbateur. Aujourd'hui, en tout cas, la Mauritanie, lui, a renouvelé en tout cas sa confiance de manière très claire et précise. C'est le grand gagnant de ces élections? C'est le grand gagnant, ça c'est sûr. On pouvait même être président. N'eût été en tout cas la fraude massive. Et cette fraude, on a fait un recours, ce recours a été rejeté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Certains sont gênés aujourd'hui de ne pas nous voir dans la rue, de ne pas nous voir en tout cas dans la passion. Mais nous, en tout cas, on a notre rôle, en tout cas notre objectif, c'est nous qui le définissons et notre stratégie, c'est nous qui la définissons. Donc ce n'est pas les autres qui vont définir cette chose. Nous avons une logique avec ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est qu'après la proclamation des résultats, on n'a pas accepté de marcher. Après la proclamation des résultats par la CENI et sa confirmation par la Cour constitutionnelle, en tout cas, on a demandé le dialogue. Et ce dialogue, on l'a demandé pas seul avec tous les opposants qui étaient avec nous, ils l'ont demandé. Et effectivement, l'État a fait aujourd'hui, en tout cas, un pas. Ce que nous voulons, c'est que ce pas continue et soit concrétisé. En tout cas, jusqu'à présent, des gens sont emprisonnés. Et ce que Biram a demandé, comme préalable, c'est que les arrestations cessent, que les gens soient libérés et qu'on démilitarise. Et qu'on mette en place une commission qui va être... Donc, c'est là. Et si les gens estiment qu'il faut attendre qu'un autre président, qu'un nouveau président vienne pour résoudre ces problèmes urgents, c'est que franchement, en tout cas, je ne comprends pas en tout cas leur attitude humaine, puisqu'il y a des gens qui sont en prison. Mais il y en a qui disent que vous, parce que vous pensez que Ghazouani et Aziz, c'est kiff-kiff, quoi. Mais même si aujourd'hui, nous espérons peut-être qu'il soit différent. Mais nous espérons, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Mais tout compte, en tout cas, tout dit aujourd'hui qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est au pouvoir, mais celui qui est au pouvoir, il est là, il a fait descendre son armée, il a emprisonné des gens, il a instauré un climat délétère, il est venu discuter avec nous, on discute avec lui. On ne doit pas attendre. En tout cas, une semaine, 2 semaines, c'est trop pour quelqu'un qui est arrêté. Bien sûr, bien sûr. C'est notre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle du pays? Rapidement. Moi, je pense que notre niveau doit nous dicter à ce qu'on cesse de dire leur armée ou son armée ou ses forces. Ça, franchement, je préfère qu'on dépasse ce point-là. Parce que si c'est ancré dans nos esprits, avec notre niveau de responsabilité et notre niveau intellectuel, que diront les autres? Donc, franchement, je le demande solennellement à toutes les forces d'éviter ce genre de trucs. Secondo, l'avenir, je suis très confiant pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des prémices d'ouverture, des prémices de gouverner autrement. Mais vous ne voyez pas cette crise qu'on est en train de vivre? Ce dialogue, c'est quand même... Ce dialogue. Pourquoi il y a un dialogue? Parce qu'il y a une crise. Attendez, le dialogue ne se fait pas uniquement avec un candidat ou un président qui est élu. Mais on n'est pas sur fond de crise. On n'est pas sur fond de crise du tout. Tout va très bien. Tout va bien. Tout ne va pas très bien. Il y a des cas, j'ai bien dit qu'il faut laisser la spécialité à chacun de prendre une décision dans ce qui le concerne. Je ne suis pas spécialiste en force de sécurité ni en justice. La justice se fera et se fera sous notre président élu d'une autre manière. Et vous allez voir que ça va être... On va aller vers même si les gens de l'opposition nous tirent vers le tiraillement, on va essayer par tous les moyens de dépassionner le débat, d'aller dans le sens de l'exécution de notre programme parce qu'il sera vraiment pas bon qu'un politicien ou qu'un cadre de ce pays soit contre ce programme où 52% de la Mauritanie sont d'accord là-dessus. On doit prendre des dispositions pour exécuter notre programme et nous laisser exécuter notre programme. Et si vous avez bien lu, parce qu'on l'a bien fait, on l'a bien
exposé dans nos discours. On l'a bien exposé au niveau de la presse. Si vous regardez, personne ne peut être contre qu'une partie de la Mauritanie soit réintégrée par un plan Marshall socio-économique relevé. Je pense que le dialogue, il faut mettre tout le monde à un niveau où on peut dialoguer. Excusez-moi. Et si tu veux proposer un dialogue à une classe politique, il faut un programme. Excusez-moi, ce que Donc, vous pensez, M. Koli, vous aurez la parole. Je ne finis jamais mon idée. Non, mais c'est fini, c'est clair. Je ne finis jamais mon idée. C'est clair, pour vous, tout est bien, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de crise, il n'y a rien de tout. Je ne finis pas mon idée et vous la coupez un coup. En tant que journaliste, de l'affaire Ould Khater. Bon, Pourquoi choisir ce moment et pourquoi essayer de régler l'affaire Ould Khater juste quelques jours avant de partir? Bon, peut-être que oui, les gens pensent qu'Aziz n'a pas voulu laisser une patate chaude à son successeur, entre autres, même s'il y en a, à mon avis, des journalistes, point de vue des journalistes. Il y a beaucoup d'autres choses, à mon avis, plus graves que l'affaire Ould Khater, qui en réalité a connu une surenchère qu'elle ne méritait pas. Il y a des problèmes de fond, des problèmes d'esclavage, passif humanitaire. Il y a les sociétés d'État qui sont tombées en faillite. Il y a la SNIM qui a des problèmes. Il y a les secteurs sociaux qui souffrent. Je suis dans les secteurs de l'enseignement et je sais de quoi je parle. Il y a l'école mauritanienne qui, au lieu de constituer une école républicaine, créée d'union, de solidarité, de fraternité, est en train d'éloigner les Mauritaniens et de les mettre dos à dos les uns contre les autres. Il y a la santé, les prestations sociales qui sont extrêmement exécrables. Il y a beaucoup de choses que le prochain... Il y a beaucoup de chantiers sur lesquels le prochain président aura à travailler. Donc vraiment, je ne suis pas en train de dire que la situation est catastrophique à 100%. Mais j'ai juste 2 minutes, rapidement. On revient juste un petit peu aux élections. Vous, le président Biram El Daoulabed, certains ont dit que le vote était communautaire et que surtout beaucoup de Soninké ont voté Biram. Pourquoi cette approche ou ce flirt avec les Soninké qui est tout à fait nouveau? Rapidement. Ce qui est sûr, c'est que dans les zones rurales, il y a eu un vote qu'on peut qualifier d'identitaire. Mais quand on considère l'identité en Mauritanie, je crois qu'on doit aller en profondeur parce que les identités dépassent ce que nous voyons en surface. Et quand on considère que les Soninké ont voté pour Biram et on considère cela comme un vote identitaire, franchement, je crois qu'on doit s'en féliciter parce que les Soninké, en tout cas, sont jusque-là considérés comme la société la plus stratifiée et la plus féodale. Et si aujourd'hui la majorité des Soninké aujourd'hui vote pour Biram, on n'a pas dit que la majorité des Soninké a voté pour Biram. La majorité a voté Ghazouani, mais en fait... Une très grande partie, et dans beaucoup de villages, en tout cas au Guirimara, Biram a gagné. Dans beaucoup de villages. À Kabou, Biram a gagné. Oui, mais Ghazouani a gagné dans beaucoup de villages. Donc, pour dire que... Non, je parle des villages Soninké. Donc, pour dire que le vote identitaire, peut-être, il existe et on ne peut pas le nier. Dans certaines localités identitaires, le vote s'est exprimé de manière identitaire. Mais quand il faut approfondir ça, puisque l'identité en Mauritanie, ce n'est pas seulement l'identité linguistique. Il y a d'autres identités qui s'expriment. Et c'est bon de les considérer. Donc aujourd'hui, en tout cas, Biram Daoul, le président Biram Daoul Abeid est le candidat qui a amené autour de lui la majorité des Mauritaniens, aussi bien les Maures, Harata, en tout cas, de manière générale, les Halpulaar, les Soninké et les Wolofs. Et cela se traduit... Oui, mais Ghazouani a ramené plus de Haratin et plus de Wolofs. Ghazouani, effectivement. Biram était considéré comme un candidat qui ne pouvait pas avoir quelque chose. Et le pouvoir, on sait ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, le candidat, en tout cas, qui a fait le vivre ensemble autour de lui, c'est Biram Daoul Abeid. Rapidement, si vous avez quelque chose à rajouter, vite fait. Ce que j'ai à ajouter, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les gouvernants actuels ou futurs doivent quand même considérer ce qui s'est passé dans les journaux et savoir qu'ils ne pourront plus gouverner la Mauritanie comme dans le passé. Et si en tout cas ils sont animés de bonnes intentions, aujourd'hui en tout cas, ils doivent faire une lecture positive en tout cas de ce qui s'est passé. Et vous, monsieur Gaï, rapidement, une minute. Dans tous les cas, je suis vraiment... je n'aimerais pas parler de mes citoyens de cette manière.
nous, les citoyens mauritaniens, ont voté pour M. Rapidement, non, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, il faut que je fasse la précision. On n'a pas le temps. Non, les Mauritaniens ont voté pour le programme de M. Kazouani sur un programme. On est venu voir des gens de Selibabi, on est venu voir des gens d'Igdimaka avec un programme Tekavout, avec une assurance maladie gratuite pour 100 000 familles mauritaniennes. Nous, on a bien expliqué notre programme et on l'a bien... Allez-y. Le plus important, c'est que la classe politique doit accompagner ce programme qui a été validé par 52% des Mauritaniens. Et je pense que si on arrive à exécuter ce programme, on va prendre une grande avance par rapport à nos ambitions. Et dans le futur proche, je pense que ce que vous êtes en train de faire allusion au niveau des dialogues, des 10 dialogues précédents, je pense que les ramifications n'étaient pas au niveau de la majorité, les ramifications étaient au niveau de l'opposition. Il y a une opposition qui se veut dialoguiste et l'autre qui se veut radicale. Donc il faut que ça se traite au niveau de la... En tant que journaliste, quel conseil donnez-vous à nos hommes politiques, à nos acteurs sociaux, à nos journalistes, surtout pendant cette situation-là? Rapidement. Non, il faut être vigilant. Je n'ai pas fait d'introduction pour vous donner assez de temps pour moi, discuter. Moi, ce que je donne à tout le monde, c'est que je pense qu'il est temps pour tous les Mauritaniens, politiques, journalistes, droits de l'hommiste, etc., de comprendre qu'on n'a qu'une Mauritanie. Et qu'il est temps que tout le monde comprenne que la justice sociale doit faire son petit bout de chemin. Que tant qu'il n'y a pas de justice sociale, ça ne peut pas marcher. L'ascenseur est bloqué au rez-de-chaussée. Parce que vraiment, quand certains pensent qu'ils doivent tout avoir à eux et que d'autres ne doivent rien avoir, je pense que c'est la meilleure façon d'aller au mur, directement au mur, et de compromettre vraiment le pays. Ben écoutez, sur cette note de notre doyen Khalil Saneiba, chers spectateurs, on finit cette émission et je vous remercie, mes téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je remercie en votre nom M. Aline Oulaïl, qui, je rappelle, est ici de la majorité, qui est financier économiste. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. M. Baliou Koulibaly, qui est consultant et chargé de communication du président Biram Ould-Daoulabid. Merci. Et M. Khalil Saneiba, qui est journaliste indépendant des journalistes Le Kalam. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toute l'équipe technique qui vous a permis, chers spectateurs, de suivre cette émission bien installée chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.